Chapitre 9. L'Égypte et la civilisation. L'Égypte est toute d'Afrique et non d'Asie. Champollion. 1. Les anciens Égyptiens étaient d'origine éthiopienne. La vérité est éternelle. Elle doit se maintenir entière à travers les temps et les lieux, sans quoi la logique lui refuse toute sanction. Est tata in toto, tota in quali bet part, disaient les scolastiques. En déclarant donc que la race noire est inférieure à toutes les autres, il a fallu prouver que le fait est actuel et perpétuel, c'est-à-dire que non, il en est ainsi de nos jours, mais que dans tout le cours de l'histoire, on n'a jamais connu un état de choses différent et qui serait en contradiction flagrante avec la forme dogmatique dont se servent les anthropologistes ou les érudits dans leurs prétentieuses assertions. L'esprit de système et l'orgueil du sang caucasien ne furent jamais mis à plus terrible épreuve. Néanmoins, ils ne s'intimidèrent nullement devant l'énormité de la tâche. Contredits mollement par des adversaires qui n'avaient pour les combattre qu'un intérêt platonique, le seul amour de la vérité, ils ont pu se maintenir debout, malgré l'inconsistance réelle du terrain où ils se sont placés. Avant de procéder à aucune démonstration tendant à prouver que l'infériorité actuelle de la race noire, comparativement aux races blanches et mongoliques, n'est pas un fait naturel, général susceptible d'être érigé en doctrine ou loi scientifique, nous allons chercher si parmi les peuples qui ont le plus contribué à l'évolution de l'espèce humaine, aux époques les plus reculées de l'histoire, il ne se rencontre pas des nations d'origine nigritique dans une région quelconque de la Terre. L'existence d'un tel fait, quelle que soit l'époque de sa manifestation, ne suffirait-elle pas pour renverser entièrement la théorie de l'inégalité des races? Ne serait-ce pas une réfutation des plus accablantes si l'on pouvait montrer une période historique où les fiers Européens étaient absolument sauvages, tandis que des hommes de sang noir tenaient le flambeau de la civilisation naissante? Ouvrons donc les annales de l'humanité. Interrogeons le passé, en étudiant les vestiges antiques. Ils sont pleins d'enseignements, et nous pouvons compter qu'ils projetteront sur tout le débat une lumière vive et pénétrante, une nouvelle confirmation de la vérité. Au seuil de l'histoire, nous rencontrons d'abord un peuple dont la civilisation précède celle de tous les autres. C'est l'ancienne population de l'Égypte. Ces hommes, qui ont été les initiateurs incontestés de toutes les nations blanches occidentales dans le développement de la science et de l'art, ont fondé à eux seuls, sur les bords du Nil dont les eaux sablonneuses et douces parcourent de si vastes régions, le plus bel édifice social qu'une agglomération humaine ait jamais conçu. Leur réputation resta longtemps dans l'ombre, mais vers la fin du siècle dernier, le monde savant, longtemps dédaigneux de tout ce qui n'était pas européen, eut l'idée de retourner ses regards vers cette terre noire d'Égypte, vers l'antique Kémie. Entraînés par le jeune héros de l'Italie, toute une légion d'hommes de science s'y dirigèrent. À mesure qu'on pénétrait à l'intérieur de ce pays merveilleux, on tombait de surprise en surprise. Là, tout prend un cachet grandiose, colossal. Il semble que cette race chamitique, dans son premier élan, voulait lutter de grandeur avec la sereine majesté de la nature, en imaginant des œuvres gigantesques, capables de défier le temps. Partout on ne rencontre que des constructions titaniques, des statues qui sont découpées dans le roc des montagnes, des fûts de colonnes qui ressemblent à des blocs erratiques, des pyramides qui font penser aux géants, des pylônes aux hiéroglyphes mystérieux qui précèdent des temples comparables à des villes. La grande dimension des monuments est encore enjolivée par des peintures qui ont résisté à la désintégration de plus de 5000 ans. Les sculptures, où la diorite même a été soumise aux plus capricieux dessins des artistes, prouvent que la persévérance de ce peuple n'a été égalée que par son habileté. Tout cela brille, reluit, flamboie sous un soleil dont l'éclat incomparable y jette une splendeur magique. Tandis que les rayons lumineux que projette le reflet des montagnes rocailleuses, couvertes de lichens orangés ou rouges, semblent les semer d'une fine poussière d'or. Mais ce qui étonne davantage, c'est la précocité avec laquelle s'est développée cette civilisation, dont les ruines imposantes impressionnent encore les regards éblouis de l'Europe moderne, si enflée de ses progrès, si orgueilleuse de ses œuvres comparativement chétives et mesquines. Lorsqu'il s'agit des monuments, des sculptures et des inscriptions de la 5e dynastie, nous sommes transportés, dit Lepsius, à une époque de florissante civilisation qui advance l'ère chrétienne de 4000 ans. On ne saurait trop se rappeler à soi-même cette date jusqu'ici jugée incroyable. Quel était l'état de l'Europe et des Européens à la même époque, et même fort tard après?
Quels étaient leurs titres et quel rang occupaient-ils dans la liste des nations? À peu près au temps où naissait Moïse, dit M. Beauregard, quand Cécrope le Saïte fondait Athènes, que Deucalion régnait en Lycorie environ 800 ans avant la fondation de Rome, plus de 1000 ans avant que les Phocéens construisissent Marseille, près de 6 ans avant qu'une colonie de Phéniciens donnât naissance à Gad, Cadix, le peuple de la vallée du Nil, déjà policé par les bienfaits d'une civilisation de 40 siècles, jouissait des avantages d'une industrie fort avancée et satisfaisant d'ailleurs à toutes les exigences de la vie en commun chez ce peuple désormais éveillé aux délicatesses d'une sociabilité raffinée. À cette époque, tous les arts de la paix lui étaient en effet familiers, et depuis longtemps, il avait fait éprouver à ses voisins de l'Asie et de l'Afrique la puissance de ses armes. Mais nous, les Européens, ne lui étions connus que comme des êtres sauvages, tatoués et vêtus de peau de bête. Nous étions à cette époque-là pour les Égyptiens ce que sont pour nous aujourd'hui les naturels de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, si on parvenait à prouver, avec le progrès des connaissances historiques, que ce peuple égyptien n'était pas de race blanche comme l'esprit de système et un orgueil rétrospectif l'ont continuellement affirmé, depuis que les études égyptologiques ont fait voir quelle importance a eue cette nation antique, que pourra-t-on alléguer pour sauver la doctrine de l'inégalité des races? Aucun argument. Anthropologistes et savants de l'école inégalitaire l'ont si bien senti que toutes les subtilités imaginables ont été mises en jeu. Toutes les arguties ont été érigées en raisons convaincantes. Toutes les divagations érudites ont été acceptées comme de sérieuses probabilités, afin de faire admettre que les anciens Égyptiens étaient des Blancs. La présomption caucasienne n'a pu souffrir l'idée que, dans la première éclosion du progrès, une race que l'Européen considère comme radicalement inférieure fut capable de produire une nation à laquelle l'Europe actuelle doit tout, puisque c'est à elle que l'on est redevable des premières conquêtes intellectuelles et morales qui sont les bases de la civilisation moderne. Cependant, la lumière se fait aujourd'hui sur toutes les questions, particulièrement dans le domaine de l'égyptologie. Les savants de tous les grands pays y ont dirigé leurs investigations avec une ardeur, un esprit d'émulation et même de rivalité, dont la science n'a qu'à se louer. Il devient donc impossible de résister à l'évidence des faits en se renfermant encore dans les théories surannées qui ont fait leur temps. Il faut rendre cet hommage au génie de Champollion. Non seulement il a eu la gloire immortelle d'avoir révélé l'Égypte ancienne au monde européen en découvrant le sens caché des hiéroglyphes, mais il a déclaré, en outre, dès le premier coup d'œil, avec ce sens profond dont il était doué, que les peuples égyptiens et éthiopiens ne formaient qu'une seule et même race, ayant la communauté du langage comme celle de la couleur et de la physionomie. Les anciens Égyptiens, dit-il, appartiennent à une race d'hommes tout à fait semblable aux Kénous ou Barabra, habitants actuels de la Nubie. On ne retrouve chez les Coptes de l'Égypte aucun des traits caractéristiques de l'ancienne population égyptienne. Les Coptes sont le résultat du mélange confus de toutes les nations qui successivement ont dominé sur l'Égypte. On a tort de vouloir retrouver en eux les traits de la vieille race. Les termes ne sauraient être plus précis. Longtemps avant lui, d'ailleurs, un des plus grands noms de l'érudition française s'était inscrit en faveur de cette même opinion. Volney, dans son voyage en Égypte et en Syrie, publié dès l'année 1787, s'exprime dans les termes suivants, en parlant d'un sphinx célèbre. En voyant cette tête caractérisée nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels d'Afrique. Et dès lors, on s'explique comment leur sang, allié depuis plusieurs siècles à celui des Romains et des Grecs, a dû perdre l'intensité de sa couleur, en conservant cependant l'empreinte de son moule original. Ces lignes qui ont déjà soulevé les plus grandes controverses, depuis que la meilleure partie des égyptologues ont voulu, malgré l'évidence, distraire les anciens Égyptiens de la race éthiopique pour en faire un rameau de la race caucasique, présenteront éternellement un double défi à leurs contradicteurs. Plus tard, il est vrai, Volney, se trouvant aux États-Unis d'Amérique et étudiant le nègre sous le régime de l'esclavage, a conçu quelques doutes sur sa première opinion. Mais il ne s'agit pas uniquement de cette opinion. En supposant, comme on a essayé de l'expliquer, que la face du sphinx de Gizeh, auquel faisait allusion l'auteur des ruines, a été mutilée,
il reste à réfuter les paroles si claires et si précises d'Hérodote. Celui-ci avait vu les retours sur les lieux. Toutes les descriptions qu'il fait des peuples qu'il a visités, touchant leurs mœurs, leurs couleurs et leur physionomie, ont toujours été trouvées exactes. Les progrès de l'érudition moderne ne font constamment que mettre en lumière la grande véracité de ces assertions. Comment pourrait-il se tromper sur un point aussi matériel et saisissant que celui de se rappeler la leur et la chevelure des anciens Égyptiens qu'il a vus et examinés? Pour tenter seulement une telle supposition, il ne fallait-il pas des motifs d'une influence puissante, des dispositions d'esprit particulières? Cependant, le courant d'idées qui dominait la science vers le milieu de ce siècle explique parfaitement bien ce qui pourrait nous paraître incompréhensible. Après la mort de Champollion, les études égyptologiques ont dû subir un arrêt sensible. Non seulement ses disciples n'ont pu immédiatement continuer ses travaux, mais des savants d'une haute valeur, tels que Klaproth et Thomas Young, montrèrent une incrédulité obstinée devant le résultat acquis par les travaux du grand érudit. Quand F. Lenormand, Nestor l'Hôte en France, Rosellini en Italie et Lepsius en Allemagne reprirent la chaîne de ces études un moment interrompu, il ne fut plus question de l'ancienne race égyptienne. L'Américain Morton, le même qui soutint avec tant de persévérance la théorie du polygénisme dont il était le maître, fut aussi le premier à ériger en doctrine scientifique l'opinion erronée qui rapporte à la race blanche les anciennes populations de l'Égypte. Dans ses Crania Ethnica, il s'ingénia à démontrer que l'étude de la conformation crânienne des momies prouve que les retousses ressemblaient beaucoup plus au type blanc qu'au type noir. Son immense érudition, une méthode prestigieuse et surtout la tendance générale des Européens à n'attribuer qu'à leur seule race tout ce qui a été fait de grand et de beau sur la terre, firent accepter ces idées sans discussion aucune. Mais ne fallait-il pas une bonne volonté excessive pour concilier cette doctrine avec les monuments, le témoignage authentique du père de l'histoire et de tant d'autres anciens Grecs mieux autorisés pour en parler que tous les modernes? Plus rationnelle et beaucoup plus véridique était la conclusion de l'éminent naturaliste de Guetting. Blumenbach, dit M. Louis Figuier, par l'examen d'un grand nombre de momies et par leur comparaison avec le produit de l'art ancien, est arrivé à établir 3 types principaux auxquels se rapporteraient avec plus ou moins de déviation les figures individuelles, le type éthiopien, le type indien et le berbère. Le premier est caractérisé par des mâchoires saillantes, aux lèvres épaisses, par un nez large et plat, par des yeux saillants. Ce type coïncide avec des descriptions données par Hérodote et d'autres auteurs grecs qui accordent aux Égyptiens un teint noir et des cheveux laineux. Où est la vérité? Où est l'erreur? Comme à dessein, on a toujours embrouillé la question. D'une part, les anthropologistes, qui n'ont d'autre moyen pour l'élucider que les procédés craniométriques dont nous avons déjà vu l'insignifiance dans la classification des races humaines, se sont constamment étayés des conjectures historiques et archéologiques pour justifier le résultat de leurs investigations. D'autre part, les érudits, qui se sont enrôlés sous la bannière de Morton, ne trouvent rien de mieux que de s'appuyer sur l'anatomie comparée, c'est-à-dire sur ces mêmes résultats anthropométriques qui se réclament de leurs travaux, pour affirmer que les anciens Égyptiens appartenaient à la race caucasique. C'est une pure plaisanterie où les uns reçoivent des autres la rhubarbe et leur passent le séné. La science ne peut se complaire dans un tel cercle vicieux, car elle a horreur de l'équivoque. Il faut donc en revenir aux faits et les examiner plus consciencieusement. Si les anciens Égyptiens appartenaient à une race blanche, comment se fait-il que les plus beaux types rencontrés çà et là parmi leurs monuments aient un cachet, une physionomie générale si différente des types caucasiens? Pour répondre, on a souvent cité les traits réguliers que présente la tête de Ramessou II, colosse de Memphis. Encore que dans une pareille question, quelques têtes isolées, surtout des têtes de rois, ne suffisent nullement pour donner une idée de la conformation générale d'une race, je crois nécessaire d'offrir aux yeux du lecteur une figure de Ramessou II, d'après gravure publiée dans J'Histoire ancienne de l'Orient de François Lenormand. Chacun peut voir que cette beauté originale dont je suis le premier à convenir est une beauté qui se rapproche plutôt du type noir que du blanc. En Haïti, dans nos mornes comme dans nos villes, on rencontre journellement des types noirs aussi beaux et souvent plus beaux. Il faudrait aussi ajouter que l'artiste tend toujours à embellir son modèle, et combien plus n'a-t-il pas dû le flatter quand il s'agissait d'un pharaon.
la même réflexion doit être faite pour ce qui a trait à la figure des Éthiopiens représentés comme vaincus dans les bas-reliefs égyptiens. Ici, c'est la charge, la caricature qui domine. Le fait est si vrai que, toutes les fois que l'on voit dans les peintures égyptiennes ces mêmes Éthiopiens figurés non comme des ennemis, le type en est parfaitement beau. D'ailleurs, malgré la décadence actuelle de cette race, les Abyssins et les Nubiens ne présentent nullement ce caractère de laideur niaise qu'on leur donne dans certains bas-reliefs des monuments de l'Égypte. Il faut aussi reconnaître que querelle d'Égyptiens et d'Éthiopiens, c'était plutôt querelle de famille. On s'alliait, on se séparait, on s'attaquait, mais on se rejoignait dans tous les moments difficiles. Tel est le fait qui ressort de l'étude de toute l'histoire de ces deux peuples que l'on ne peut diviser. Qu'on se rappelle aussi que lorsque les Égyptiens faisaient la guerre à une nation étrangère, c'était par droit de conquête qu'ils comptaient s'emparer de leur territoire. Tandis que les pharaons réclamaient toujours l'Éthiopie comme une portion de leur domaine dynastique et considéraient les Éthiopiens comme des rebelles. D'autre part, l'Égypte s'est toujours fait remarquer par son éloignement de tous les peuples de race blanche, jusqu'à la dynastie des rois saïtes, où l'influence grecque envahit le pays et fut la principale cause de la décomposition et de la décadence rapide de ce grand empire. Comment mettre d'accord de telles incompatibilités avec la théorie qui admet une communauté de race entre les Égyptiens et les anciens peuples blancs de l'Europe et de l'Asie? Ces difficultés donnèrent à réfléchir. Mais comme, malgré Homère, Hérodote, Diodore de Sicile et une foule d'autres Grecs, on ne voulait pas admettre que la race noire fût capable de produire une civilisation supérieure, on se rabattit sur des arguments d'un nouvel ordre, afin de fortifier les preuves insuffisantes qu'on avait vainement essayé de tirer de la craniologie et de l'archéologie.